Tu travailles peut-être dur. Tu fais peut-être tout comme il faut. Et pourtant, si tu continues exactement comme ça, tu feras partie des 90% de gens qui travailleront toute leur vie pour rien. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu manques de motivation, mais parce que tu suis un modèle qui ne mène jamais à la liberté. La majorité des gens ne s'en rend compte qu'à 45 ou 50 ans, quand il est trop tard pour revenir en arrière. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi ce système existe, pourquoi il fonctionne si bien contre toi, et surtout ce qu'il faut changer si tu refuses de finir comme tout le monde. La majorité des gens ne se sentent pas pauvres, ils se sentent occupés. Occupés du matin au soir, occupés par des horaires, des obligations, des responsabilités, des routines. Ils se lèvent tôt, respectent les règles, remplissent leur journée et finissent épuisés avec l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Et c'est précisément là que le piège se referme. La vraie crise n'est pas économique, elle n'est pas politique, elle n'est même pas visible. La vraie crise est mentale. Elle vient de cette croyance profondément ancrée que tant que tu es occupé, tant que tu fais des efforts, tant que tu avances physiquement, alors ta vie progresse. En réalité, il est possible de bouger tous les jours sans jamais avancer d'un centimètre. Tu peux travailler 40 heures par semaine. Tu peux être fatigué tous les soirs. Tu peux avoir l'impression de donner le meilleur de toi-même. Et pourtant rester exactement au même point pendant 20, 30 ou 40 ans. La crise cachée commence quand tu confonds mouvement et progression. La société valorise l'effort visible, pas le résultat réel. On félicite ceux qui sont débordés. On respecte ceux qui acceptent plus de charges. On applaudit le sacrifice du temps, de l'énergie et parfois de la santé. Mais personne ne pose la seule question qui compte vraiment. Est-ce que ce que tu fais t'emmène vers une forme de liberté ou est-ce que ça ne fait que remplir ton agenda? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à penser en termes de trajectoire. Dès l'enfance, le message est clair. Sois sage, fais ce qu'on te demande, travaille bien, reste dans le cadre. Ce cadre est rassurant, balisé, validé par la majorité. Et comme il est emprunté par tout le monde, il semble sûr. Mais un chemin emprunté par la majorité mène toujours à une destination moyenne. La vérité inconfortable, c'est que le système n'est pas cassé. Il fonctionne parfaitement. Il ne cherche pas à te rendre riche. Il cherche à te rendre fonctionnel. Fonctionnel pour produire, fonctionnel pour consommer, fonctionnel pour payer, fonctionnel pour recommencer. La plupart des gens ne sont pas contrôlés par la force. Ils sont contrôlés par l'habitude. Ils s'habituent à un niveau de revenu. Ils s'habituent à une routine. Ils s'habituent à des ambitions de plus en plus petites. Au début, ils se disent que c'est temporaire, qu'ils verront plus tard, qu'ils ont le temps. Puis les années passent, lentement, sans bruit, et sans s'en rendre compte, ils construisent une vie qu'ils n'ont jamais consciemment choisie. Une vie acceptable, mais pas excitante. Stable, mais limitée. La crise cachée est aussi alimentée par une peur constante, discrète, intégrée. Pas une peur spectaculaire, mais une peur quotidienne. La peur de perdre ce qu'on a déjà. La peur de décevoir son entourage. La peur de faire un mauvais choix. Alors on reste là où l'on est, dans un travail qui ne passionne pas, dans une routine qui n'élève plus personne, dans une version réduite de soi-même. Rester est socialement valorisé. Partir est suspect. Sortir du cadre est perçu comme un risque inutile. La majorité des gens ne manquent pas d'ambition. Ils manquent de permission. Permission de vouloir plus. Permission de penser différemment. Permission de refuser une vie moyenne. Et comme personne ne leur donne cette permission, ils se la refusent eux-mêmes. Ils se racontent des histoires pour se rassurer, qu'ils ne sont pas faits pour autre chose, que ce n'est pas leur personnalité, que la sécurité est plus importante. Mais derrière ces phrases se cache souvent une vérité plus simple. Ils ont peur d'échouer sans excuse. Tant que tu suis le chemin de tout le monde, tu peux toujours dire que tu as fait ce qu'on attendait de toi. Le jour où tu choisis autre chose, tu n'as plus personne à blâmer. Et cette responsabilité effraie. La crise cachée se manifeste aussi dans la relation au temps. Pas parce que les gens manquent de temps, mais parce qu'ils l'échangent mal. Ils vendent leurs meilleures heures contre un revenu plafonné. Ils donnent leur énergie la plus productive à un système qui ne leur appartient pas. Et quand il reste un peu de temps, ils sont déjà fatigués. Les projets personnels deviennent secondaires. Les rêves avancent lentement. La motivation s'érode. Ce mauvais échange devient normal. Temps contre argent, sans levier, sans contrôle, sans accélération. Et on leur répète que c'est la réalité, qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse, qu'il faut être raisonnable. Ce qu'on appelle souvent réalisme est en fait une résignation collective. La conséquence arrive toujours, mais tard,
très tard. Le jour où quelqu'un réalise qu'il a tout donné, qu'il a respecté les règles, qu'il a été patient et que le résultat ne correspond pas au sacrifice. Ce moment arrive quand l'énergie baisse, quand les responsabilités augmentent, quand les options se réduisent. Et à ce moment-là, changer devient beaucoup plus difficile. La crise cachée ne détruit pas les gens brutalement. Elle les use lentement. Elle commence par de petites concessions, puis des compromis, puis des renoncements, jusqu'au jour où faire autrement semble trop risqué, trop tard, trop compliqué. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas réussir, c'est qu'ils ont appris à jouer à un jeu perdant sans jamais remettre en question les règles. Tant que tu ne vois pas cette crise, tant que tu continues à croire que faire comme tout le monde est une stratégie viable, tu avances mécaniquement vers le même résultat que tout le monde. Et ce résultat n'a rien d'exceptionnel. On va démonter l'illusion la plus dangereuse de toutes, l'idée que travailler dur suffit. Et tu vas comprendre pourquoi tant d'efforts produisent si peu de résultats, pendant que certains avancent plus vite, avec moins de bruit, mais une trajectoire totalement différente. La majorité des gens pensent que l'argent est une récompense de l'effort. Plus tu travailles dur, plus tu mérites de gagner. Cette idée est rassurante, morale, presque noble, et pourtant, elle est fausse, dangereusement fausse. Si l'argent récompensait réellement l'effort, les personnes les plus riches seraient celles qui travaillent le plus physiquement, celles qui rentrent épuisées chaque soir, celles qui donnent leur énergie sans compter. Or, la réalité est exactement l'inverse. L'argent ne récompense pas l'effort, il récompense la valeur perçue, et la valeur n'a rien à voir avec la fatigue. Tu peux être exténué toute ta vie, sans jamais créer quelque chose que le marché valorise réellement. Le monde ne paie pas pour ce qui est difficile, il paie pour ce qui est utile, rare, scalable ou stratégique. C'est là que beaucoup se trompent dès le départ. On leur apprend à donner plus, à faire plus, à s'investir davantage. Mais on ne leur apprend jamais à se demander si ce qu'ils font crée une valeur qui dépasse leur propre temps. Tant que tu échanges directement ton temps contre de l'argent, tu es plafonné. Peu importe ton niveau de motivation, peu importe ton intelligence, peu importe ta discipline. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et tu ne peux en vendre qu'une partie. Le mécanisme réel de l'argent repose sur un principe simple que peu de gens acceptent. Ton revenu est le reflet de l'impact que tu peux avoir sans être physiquement présent à chaque instant. C'est pour ça que deux personnes peuvent travailler autant, voire plus, et obtenir des résultats radicalement différents. L'une est enfermée dans une logique linéaire, l'autre a compris le levier. Le levier, c'est ce qui te permet de multiplier ton effort. Ce peut être un système, une compétence rare, un produit, une audience, une équipe, une structure. Sans levier, chaque heure travaillée ne produit qu'une heure de résultat. Avec levier, une heure peut produire l'équivalent de 100, 1000 ou 10 000 heures. Et c'est là que l'écart se creuse. La majorité des gens n'ont aucun levier. Pas parce qu'ils sont incapables d'en créer, mais parce qu'ils ne savent même pas que c'est la clé. On les a entraînés à être efficaces dans un cadre donné, pas à remettre en question le cadre lui-même. Ils optimisent leur emploi du temps, leur organisation, leur productivité, mais jamais la nature de ce qu'ils échangent contre de l'argent. Le mécanisme réel de l'argent est froid, il est indifférent à tes intentions. Il ne se soucie pas de ton mérite. Il ne récompense pas la loyauté ni la patience. Il récompense la capacité à résoudre des problèmes que beaucoup de gens ont, avec des solutions que peu de gens peuvent offrir. Tant que tu ne comprends pas ça, tu joues un jeu émotionnel dans un système purement logique. Beaucoup confondent activité et création de valeur. Ils remplissent leur journée, enchaînent les tâches, répondent à des demandes, mais ne construisent rien qui leur appartient. À la fin du mois, ils sont payés pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils ont créé. Et dès qu'ils s'arrêtent, le revenu s'arrête aussi. C'est un modèle fragile, même s'il est normalisé. L'argent suit toujours le même chemin. Il va vers ceux qui contrôlent l'accès, la distribution, la décision ou l'attention. Pas vers ceux qui exécutent sans visibilité. Plus tu es remplaçable, moins tu es payé. Peu importe à quel point tu travailles dur. Le marché n'est pas cruel, il est simplement cohérent. Le problème, c'est que cette réalité est rarement expliquée clairement. On préfère parler de passion, d'effort, de patience, des concepts flous qui rassurent, mais n'expliquent rien. Pendant ce temps, ceux qui comprennent le mécanisme réel de l'argent structurent leur vie autour de choix différents. Ils réfléchissent en termes de trajectoire, pas de sécurité immédiate. Ils acceptent des phases inconfortables pour construire quelque chose qui dépasse leur simple présence. Comprendre l'argent, ce n'est pas devenir obsédé par lui, c'est arrêter de le romantiser. L'argent est un outil, il amplifie ce que tu fais déjà. Si tu n'as pas de structure, il ne fait qu'exposer tes limites. Si tu as un système, il accélère tout.
La majorité des gens veulent gagner plus sans changer la manière dont ils gagnent. Ils veulent un meilleur salaire, pas un meilleur modèle. Ils veulent être mieux payés pour le même échange temps contre argent. Et c'est pour ça que leurs revenus stagnent. Le mécanisme reste identique. Seul le chiffre change légèrement. Ceux qui s'en sortent ne cherchent pas à travailler plus longtemps. Ils cherchent à travailler différemment. Ils investissent du temps là où l'impact est cumulatif. Ils construisent des actifs, même invisibles au début, des compétences monétisables, des systèmes qui continuent de fonctionner sans eux, des positions où leur absence ne fait pas tout s'effondrer. Le mécanisme réel de l'argent n'est jamais enseigné à ceux qui suivent le chemin classique, parce qu'il est inutile à ce chemin. Si tu es censé rester dans une logique linéaire, comprendre le levier devient presque dangereux. Ça crée des questions, des doutes, une insatisfaction. Et un individu qui commence à comprendre ce mécanisme devient difficile à contrôler. C'est pour ça que beaucoup découvrent ces règles trop tard, quand ils ont déjà engagé leur temps, leur énergie et parfois leur identité dans un modèle qui ne peut pas évoluer. Ils se rendent compte que le plafond est réel, mais ils sont déjà en dessous depuis trop longtemps. Comprendre le mécanisme réel de l'argent, ce n'est pas encore la solution. C'est le début du problème. Parce qu'une fois que tu vois clair, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te cacher derrière l'effort. Tu dois regarder la réalité en face. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui peut réellement t'emmener là où tu dis vouloir aller? On va s'attaquer à ce qui empêche la majorité de faire ce changement. Pas un manque de capacité, mais un mensonge profondément enraciné. Un mensonge si répété qu'il est devenu une vérité collective. Et tant que tu y crois, tu continueras à travailler dur dans la mauvaise direction. Le plus grand mensonge n'est pas celui qu'on t'a dit une fois, c'est celui qu'on t'a répété toute ta vie, jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Ce mensonge, c'est l'idée que si tu travailles dur, si tu fais les choses correctement, si tu suis les règles, alors tout finira par s'arranger. Que l'effort finit toujours par payer, que la patience est récompensée, que la sécurité est une preuve d'intelligence. Ce mensonge est confortable, il apaise, il donne l'impression que tu contrôles quelque chose, mais il a une conséquence grave. Il t'empêche de remettre en question la direction dans laquelle tu vas. On t'a appris à croire que le travail est une fin en soi, que plus tu travailles, plus tu es respectable, que ton utilité se mesure à ton niveau d'occupation, et surtout, que remettre en question ce modèle serait dangereux, immature ou irréaliste. Alors tu continues, même quand les résultats ne suivent pas. Le mensonge n'est pas que le travail est inutile. Le mensonge, c'est de croire que le travail sans stratégie mène quelque part. Travailler dur dans une mauvaise direction ne te rapproche pas de la liberté. Ça t'en éloigne, lentement mais sûrement. La société adore les gens qui travaillent, sans poser de questions, parce qu'ils font tourner la machine. Ils produisent, ils consomment, ils stabilisent le système. Mais ce que la société ne te dit pas, c'est que ce système n'a jamais été conçu pour que tout le monde gagne. Il est conçu pour être stable, pas équitable. On te vend la sécurité comme une récompense, un salaire régulier, une routine prévisible, une trajectoire claire. Mais cette sécurité a un prix. Elle limite ton potentiel. Elle réduit ton champ de vision. Elle t'habitue à penser petit. Et plus tu restes longtemps dedans, plus elle devient difficile à quitter. Le plus grand mensonge, c'est aussi de te faire croire que le risque est le problème, qu'il faut l'éviter à tout prix, qu'un chemin sans risque est un chemin intelligent. En réalité, le vrai risque est de passer ta vie à éviter le risque. Parce que ce que tu évites aujourd'hui, tu le paieras demain sous une autre forme. Frustration, regret, dépendance. Beaucoup de gens confondent stabilité et progrès. Ils pensent que parce que leur situation ne se dégrade pas, elle s'améliore. Mais rester au même endroit pendant que le monde avance, ce n'est pas de la stabilité, c'est un recul déguisé. Le temps n'est jamais neutre, il joue toujours contre ceux qui stagnent. Le mensonge est renforcé par l'environnement. Famille, entourage, collègues, des gens sincères, souvent bien intentionnés, mais qui répètent ce qu'on leur a appris. Ils te conseillent la prudence, ils valorisent le confort, ils appellent maturité le fait de renoncer à ce que tu voulais vraiment. Et comme ils sont nombreux, leur voix semble raisonnable. Mais la majorité n'est pas un indicateur de vérité, c'est juste un indicateur de normalité. Et ce qui est normal produit des résultats normaux, rien de plus. Le plus grand mensonge, c'est aussi de croire que tu as du temps, que tu pourras changer plus tard, que tu verras quand tu seras plus prêt. Cette illusion est l'une des plus dangereuses, parce que le temps ne se stocke pas. Il s'utilise ou il se perd, et chaque année passée dans un mauvais modèle renforce ce modèle. On te fait croire que la réussite est linéaire, études, travail, progression, récompense. Mais la réalité est beaucoup plus brutale.
La réussite est asymétrique. Elle vient de décisions précises, souvent inconfortables, prises à des moments où la majorité choisit la facilité. Et ces décisions ne sont presque jamais validées socialement sur le moment. Le mensonge est aussi moral. On t'a appris à associer l'argent à quelque chose de suspect, à croire que vouloir plus serait une preuve d'avidité, que viser haut serait égoïste. Résultat, beaucoup de gens sabotent inconsciemment leur propre progression pour rester alignés avec l'image qu'on attend d'eux. Ils préfèrent être acceptés que libres. Ils préfèrent être compris que puissants. Ils préfèrent avoir raison moralement que réussir concrètement. Et ils appellent ça des valeurs, alors que c'est souvent de la peur déguisée. Ce mensonge devient une prison mentale. Même quand une opportunité se présente, même quand une idée émerge, une voix intérieure intervient. Elle dit que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prêt. Et cette voix n'est pas la tienne, c'est celle du conditionnement. Le plus grand mensonge, c'est de croire que ceux qui réussissent ont simplement eu de la chance. Cette croyance protège l'ego. Elle évite de regarder les choix, les sacrifices, les renoncements nécessaires. Elle transforme la réussite en anomalie au lieu de la voir comme le résultat d'une trajectoire différente. Tant que tu crois à ce mensonge, tu restes passif. Tu attends, tu espères, tu optimises les détails sans jamais changer la structure et tu finis par t'adapter à une vie qui ne te correspond pas vraiment. Comprendre que tu as cru à un mensonge est inconfortable. Ça fait mal à l'ego. Ça force à revoir certaines décisions. Mais c'est aussi libérateur, parce que le jour où tu vois clair, tu peux enfin choisir consciemment. Tu peux arrêter de jouer un rôle écrit par d'autres. On va parler du moment exact où ce mensonge se fissure. Le moment où certaines personnes réalisent qu'elles sont sur la mauvaise trajectoire. Un moment brutal, souvent silencieux, mais déterminant. Le moment où tout peut encore basculer, ou se figer définitivement. Le déclic n'arrive presque jamais comme dans les films. Il n'est pas spectaculaire, il n'est pas annoncé, il n'est pas applaudi. La plupart du temps, il arrive dans le silence, à un moment banal, au milieu d'une journée ordinaire. Et c'est justement ce qui le rend si dangereux, parce que beaucoup de gens le ressentent, puis l'ignorent. Le déclic brutal commence souvent par une sensation étrange, une fatigue qui n'est pas seulement physique, une lassitude plus profonde, le sentiment que quelque chose ne colle plus, même si, sur le papier, tout semble correct. Le travail est là, le revenu est stable, la routine fonctionne, mais intérieurement, une question commence à s'imposer. Est-ce que c'est vraiment ça? Ce moment dérange. Il met mal à l'aise. Parce qu'il remet en cause des années de décision, d'efforts, de sacrifices. Reconnaître ce malaise, c'est admettre que la trajectoire suivie jusqu'ici n'est peut-être pas la bonne. Et beaucoup préfèrent étouffer cette pensée plutôt que d'y faire face. Ceux qui réussissent vraiment ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. Ce sont ceux qui ont accepté de regarder ce doute en face. Le déclic brutal, c'est le moment où l'illusion devient trop lourde à porter, où continuer à faire semblant coûte plus cher que changer. Parfois, ce déclic vient d'un événement précis, une conversation, une rencontre, une comparaison involontaire. Tu vois quelqu'un de ton âge, avec moins de diplômes, moins d'années d'expérience, mais une liberté que tu n'as pas. Et cette image reste dans ta tête. Elle te dérange. Elle te force à te poser des questions que tu évitais jusque-là. Parfois, le déclic vient d'un chiffre. Ton salaire qui plafonne, ton compte bancaire qui ne décolle pas, le temps qui passe sans que la situation change vraiment. Tu réalises que malgré tous tes efforts, la progression est lente, presque invisible. Et tu comprends que le problème n'est pas ton engagement, mais le modèle lui-même. Le déclic brutal est inconfortable parce qu'il enlève les excuses. Avant, tu pouvais dire que tu faisais ce qu'on t'avait appris, que tu suivais le plan, que tu étais patient. Après le déclic, ces phrases sonnent creux. Tu sais, au fond de toi, que continuer exactement pareil produira exactement le même résultat. Ce moment est un point de rupture. Certains l'ignorent et retournent à leur routine, encore plus occupés qu'avant, pour ne pas réfléchir. Ils remplissent leur agenda pour faire taire la voix intérieure. Ils se convainquent que c'était juste un passage à vide. Et parfois, ça fonctionne, jusqu'au prochain rappel. D'autres comprennent que ce malaise est un signal, un avertissement, une opportunité. Ils réalisent que le déclic n'est pas une crise, mais une chance. La chance de changer avant qu'il ne soit trop tard. La chance de reprendre le contrôle pendant qu'il est encore possible de le faire. Ceux qui agissent après ce déclic ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas de plan parfait. Ils n'ont pas toutes les réponses. Mais ils ont compris une chose essentielle. Rester immobile est plus risqué que bouger. Et cette compréhension change tout. Le déclic brutal marque souvent la fin de la naïveté. Tu comprends que personne ne viendra te sauver,
que personne ne se soucie vraiment de ta trajectoire à long terme, que le système continuera de fonctionner avec ou sans toi. Cette prise de conscience est froide, presque violente, mais elle est nécessaire. À ce moment-là, deux chemins s'ouvrent. Le premier est rassurant. Il consiste à minimiser ce que tu ressens, à rationaliser, à te dire que ce n'est pas si grave, que beaucoup vivent comme ça, que tu devrais être reconnaissant. Ce chemin mène à une vie acceptable, mais frustrante. Le second chemin est inconfortable. Il implique de reconnaître que tu t'es peut-être trompé, que certaines décisions étaient logiques à l'époque, mais ne le sont plus aujourd'hui, que continuer par habitude n'est pas une stratégie. Ce chemin demande du courage, parce qu'il t'oblige à sortir du rôle qu'on attend de toi. Le déclic brutal ne transforme personne instantanément. Il ne rend pas riche, il ne garantit rien, mais il fait quelque chose de fondamental. Il réveille, il casse l'automatisme, il te rend conscient, et une fois conscient, il devient très difficile de revenir à l'ignorance confortable. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans jamais avoir ce déclic. Ils s'adaptent, ils rationalisent, ils trouvent des justifications, et ils appellent ça maturité. Mais ceux qui vivent une transformation réelle passent presque toujours par ce moment précis, ce moment où la réalité devient trop claire pour être ignorée. Le déclic brutal est souvent suivi d'une phase de confusion. Tu ne sais pas encore quoi faire, mais tu sais ce que tu ne veux plus. Tu commences à observer différemment, à écouter différemment, à remettre en question ce que tu prenais pour acquis. Et même si c'est inconfortable, c'est un progrès. Ce moment est fragile, parce que sans action, il peut se refermer. Le système est patient. Il attend que tu te fatigues de penser différemment. Il t'offre du confort, des distractions, des raisons de rester, et beaucoup cèdent. Pas par faiblesse, mais par habitude. Ceux qui avancent utilisent le déclic comme un point de non-retour. Ils comprennent que ce malaise n'est pas un problème à résoudre, mais un message à écouter. Ils acceptent l'inconfort temporaire pour éviter un regret permanent. On va entrer dans ce qui distingue réellement ceux qui passent à l'action de ceux qui restent bloqués après ce déclic. Pas une question d'intelligence ou de chance, mais un système mental précis. Un système que la majorité refuse d'adopter parce qu'il exige des sacrifices que peu sont prêts à faire. La différence entre ceux qui transforment leur vie après le déclic et ceux qui retournent à l'ancienne routine ne se joue pas sur l'intelligence, ni sur la motivation. Elle se joue sur le système mental, un système invisible, mais implacable. Un système que très peu de gens acceptent d'adopter parce qu'il entre en conflit direct avec ce que la société valorise. Le système mental des gagnants commence par une rupture fondamentale avec l'idée de confort. Là où la majorité cherche à rendre sa vie plus facile, les gagnants cherchent à la rendre plus exigeante, pas par masochisme, mais par lucidité. Ils ont compris que le confort prolongé affaiblit, alors que l'inconfort volontaire renforce. Ils ne cherchent pas à se sentir bien en permanence. Ils cherchent à progresser. Et cette nuance change tout. Là où beaucoup évaluent leurs décisions en fonction de leur ressenti immédiat, les gagnants évaluent en fonction de l'impact à long terme. Ils acceptent de se sentir mal aujourd'hui pour éviter de se sentir piégés demain. Le système mental des gagnants repose aussi sur une relation différente à la discipline. Pour la majorité, la discipline est une contrainte temporaire, quelque chose qu'on applique quand on est motivé. Pour les gagnants, c'est une structure permanente. Elle ne dépend pas de l'humeur, ni de l'envie, ni des circonstances. Elle est intégrée. Ils ne se demandent pas chaque jour s'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. La décision a déjà été prise. Cette absence de négociation interne leur donne un avantage énorme. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie à hésiter, à repousser, à justifier, eux avancent mécaniquement. Le système mental des gagnants inclut une capacité rare, tolérer l'ennui et la répétition. Là où beaucoup abandonnent parce que les résultats ne sont pas immédiats, les gagnants continuent parce qu'ils comprennent la nature cumulative de l'effort. Ils savent que la majorité des progrès visibles sont précédés de longues périodes invisibles. Ils ne cherchent pas l'excitation constante. Ils cherchent la cohérence. Ils répètent les mêmes actions, les mêmes décisions, les mêmes standards, même quand personne ne regarde. C'est cette constance, ennuyeuse en apparence, qui crée des écarts massifs sur le long terme. Un autre pilier de ce système mental est la responsabilité totale. Les gagnants ne cherchent pas d'excuses fonctionnelles. Ils ne blâment pas le contexte, le timing, les autres. Même quand les circonstances sont défavorables, ils partent du principe que leur situation est leur responsabilité. Pas parce que c'est toujours juste, mais parce que c'est la seule position qui permet d'agir. Adopter cette posture est inconfortable, parce qu'elle enlève les protections de l'ego. Tu ne peux plus te cacher derrière le hasard ou l'injustice.
tu dois regarder ce que tu contrôles réellement et agir là-dessus. Beaucoup refusent cette responsabilité parce qu'elle est lourde, mais c'est aussi celle qui libère. Le système mental des gagnants implique aussi une hiérarchisation claire des priorités. Ils comprennent que tout ne peut pas être important en même temps. Ils acceptent de négliger certaines choses pour en construire une seule correctement. Là où la majorité se disperse, eux concentrent. Ils n'essaient pas d'équilibrer parfaitement leur vie à chaque instant. Ils fonctionnent par phases, des périodes de construction intenses, suivies de périodes de stabilisation. Cette vision à long terme leur permet d'encaisser des sacrifices temporaires sans perdre la direction. Les gagnants ont également une relation différente à la validation. Ils ne cherchent pas l'approbation immédiate. Ils savent que faire ce qui est juste pour eux à long terme peut les rendre incompris à court terme, et ils l'acceptent. Cette capacité à avancer sans applaudissements est rare, mais déterminante. La majorité abandonne non pas parce que c'est trop dur, mais parce que personne ne les encourage. Les gagnants continuent eux-mêmes quand personne ne croit en eux, parfois même quand personne ne sait ce qu'ils font. Leur motivation ne dépend pas du regard extérieur, mais d'un standard interne. Ce système mental inclut aussi une tolérance élevée à l'incertitude. Les gagnants n'attendent pas d'avoir toutes les réponses pour avancer. Ils comprennent que la clarté vient souvent après l'action, pas avant. Ils préfèrent ajuster en mouvement plutôt que rester immobiles en attendant des garanties qui n'arrivent jamais. Là où la majorité cherche des certitudes, eux cherchent des marges de progression. Ils savent que l'inaction est souvent plus risquée que l'erreur. Cette capacité à agir malgré le doute crée une dynamique que peu de gens expérimentent. Enfin, le système mental des gagnants repose sur une identité claire. Ils ne se voient pas comme des victimes du système, mais comme des acteurs de leur trajectoire. Ils agissent en accord avec ce qu'ils veulent devenir, pas avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette projection guide leurs décisions quotidiennes. Ils ne demandent pas si une action est confortable ou populaire. Ils se demandent si elle est cohérente avec la personne qu'ils cherchent à construire. Et cette cohérence, répétée jour après jour, finit par transformer leur réalité. Ce système mental n'est pas inaccessible. Il est simplement exigeant. Il demande de renoncer à certaines illusions, à certaines excuses, à certains plaisirs immédiats. Et c'est précisément pour ça que peu de gens l'adoptent. Mais ceux qui le font changent radicalement leur trajectoire. On va parler de ce qui empêche la majorité d'adopter ce système mental, même après avoir compris tout ce qui précède. Des erreurs quotidiennes, banalisées, presque invisibles, mais mortelles à long terme. Des pièges dans lesquels presque tout le monde tombe, encore et encore. La majorité des gens ne ratent pas leur vie financière à cause d'une grande décision catastrophique. Ils la sabotent lentement, par une accumulation d'erreurs quotidiennes qui semblent anodines sur le moment. Des erreurs banalisées, acceptées, normalisées, au point qu'elles deviennent invisibles. Et c'est précisément ce qui les rend mortelles. La première de ces erreurs est la distraction permanente. L'attention est devenue une ressource rare, mais peu de gens la protègent. Ils commencent leur journée en réagissant au monde au lieu de le construire. Notifications, messages, contenus inutiles, comparaisons constantes. Leur énergie mentale est fragmentée avant même d'avoir été investie dans quelque chose de productif. Et sans attention profonde, aucune construction sérieuse n'est possible. Cette distraction constante donne l'illusion d'être occupé, mais elle empêche toute progression réelle. Beaucoup confondent stimulation et avancement. Ils passent d'une chose à l'autre, d'une idée à la suivante, sans jamais rester assez longtemps pour voir un résultat émerger. À long terme, cette dispersion crée une frustration chronique et une impression de stagnation. Une autre erreur majeure est la recherche excessive de confort. Le confort est devenu un objectif en soi. Tout est pensé pour éviter l'effort, la friction, l'inconfort. Mais cette quête permanente affaiblit. Elle rend intolérant à la difficulté. Et dès que quelque chose demande de la constance ou de la patience, beaucoup abandonnent. Le confort quotidien est l'ennemi silencieux de toute transformation. Il te maintient dans une zone familière, prévisible, rassurante, mais limitée. Plus tu t'y installes, plus il devient difficile d'en sortir. Et ce qui semblait agréable au départ devient une prison douce avec le temps. L'ego est une autre erreur mortelle. Pas l'ego visible, arrogant, mais l'ego discret. Celui qui refuse de recommencer à zéro. Celui qui protège l'image qu'on a de soi plutôt que la progression réelle. Beaucoup préfèrent rester moyens dans quelque chose qu'ils connaissent plutôt que débutants dans quelque chose qui pourrait les transformer. Cet ego empêche d'apprendre vite. Il empêche de demander de l'aide. Il empêche d'admettre qu'on s'est trompé. Et tant que l'ego dirige les décisions, la croissance est lente, voire inexistante. Les gagnants acceptent d'avoir l'air inexpérimenté à court terme pour devenir compétents à long terme.
La majorité fait l'inverse. Une autre erreur fréquente est l'attente du moment parfait. Beaucoup repoussent l'action en espérant plus de clarté, plus de confiance, plus de conditions idéales. Mais ce moment n'arrive jamais. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion infinie. Et pendant que certains attendent, d'autres avancent avec des informations imparfaites, mais une dynamique réelle. Cette attente est souvent déguisée en préparation. On consomme du contenu, on se forme, on réfléchit, mais sans application concrète, tout cela reste théorique. À force de se préparer sans agir, on finit par confondre savoir et progresser. Et le temps continue de passer. La comparaison est une autre erreur destructrice. Comparer son début au milieu du parcours des autres crée un découragement inutile. Beaucoup se paralysent parce qu'ils regardent des résultats sans voir les années de travail invisibles derrière. Cette comparaison fausse la perception et pousse soit à l'abandon, soit à des décisions précipitées. Il y a aussi l'erreur de vouloir tout faire en même temps. Multiplier les projets, les idées, les directions, sans jamais s'engager pleinement dans une seule. Cette dispersion donne l'impression d'être ambitieux, mais elle empêche toute profondeur. Construire quelque chose de solide demande de l'exclusivité temporaire. Peu acceptent cette contrainte. Une erreur plus subtile, mais tout aussi dangereuse, est le besoin constant de validation. Attendre que l'entourage approuve, encourage, comprenne. Mais la majorité des transformations importantes commencent dans l'incompréhension. Chercher la validation, c'est déléguer son pouvoir de décision à ceux qui ne vivent pas ta vie. Beaucoup abandonnent non pas parce que c'est impossible, mais parce que personne ne les félicite. Ils sous-estiment à quel point l'absence de reconnaissance fait partie du processus. Ceux qui avancent ont appris à fonctionner sans applaudissements. Enfin, l'erreur la plus grave est de croire que ces erreurs sont mineures, de penser qu'on les corrigera plus tard, de sous-estimer l'impact cumulatif des petites décisions quotidiennes. Ce sont ces choix répétés qui déterminent la trajectoire, pas les grands discours ou les intentions. Ces erreurs ne sont pas le signe d'un manque de potentiel. Elles sont le résultat d'un conditionnement profond. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont évitables, mais seulement si elles sont reconnues consciemment. Tant qu'elles restent invisibles, elles contrôlent la trajectoire. Comprendre ces erreurs n'est pas suffisant. Beaucoup les identifient sans jamais changer leur comportement. Ce qui fait la différence, c'est la décision d'agir, malgré l'inconfort, malgré l'incertitude, malgré l'absence de garantie. On va voir ce qui se passe quand quelqu'un corrige ses erreurs, même imparfaitement, mais de manière cohérente. Ce n'est pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. C'est quelque chose de plus profond, plus durable. Une transformation réelle, visible sur le long terme, et surtout irréversible. La transformation réelle ne commence pas quand tout devient plus facile. Elle commence quand certaines choses deviennent plus claires. Pas plus confortables, pas plus rassurantes, plus claires. Tu sais ce que tu dois faire, même si tu n'as pas encore envie de le faire. Tu sais ce que tu dois arrêter, même si c'est familier. Et cette clarté change tout, parce qu'elle rend l'inaction beaucoup plus coûteuse que l'action. La transformation réelle n'est pas visible immédiatement. Elle ne se manifeste pas par un grand bouleversement extérieur. Elle commence à l'intérieur, par un changement silencieux mais radical dans la manière dont tu te perçois. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui subit sa trajectoire, mais comme quelqu'un qui la construit. Même lentement, même imparfaitement, mais consciemment. À ce stade, tes priorités changent. Pas parce que quelqu'un te l'a demandé, mais parce que certaines choses n'ont plus le même poids. Tu tolères moins les distractions, tu supportes moins les conversations vides. Tu deviens plus exigeant avec ton temps, parce que tu as compris sa valeur réelle. Chaque heure commence à représenter une direction, pas juste une occupation. La transformation réelle se voit aussi dans tes décisions quotidiennes, pas dans les grandes annonces, mais dans les petits choix répétés. Tu choisis de faire ce qui est cohérent plutôt que ce qui est confortable. Tu avances même quand la motivation n'est pas là, parce que tu ne la considères plus comme un prérequis. Tu comprends que la motivation est un bonus, pas une fondation. Progressivement, ton environnement change, pas par magie, mais par sélection. Certaines habitudes disparaissent, certaines relations s'éloignent, certaines opportunités cessent de t'intéresser. Et au début, ce tri peut faire peur, parce que ce que tu laisses derrière toi était familier. Mais ce que tu construis commence à avoir du sens. La transformation réelle implique aussi une nouvelle relation à l'échec. L'échec n'est plus une preuve d'incompétence, mais une information. Quelque chose à analyser, à corriger, à intégrer. Tu arrêtes de personnaliser chaque obstacle. Tu comprends que l'erreur fait partie du processus, pas une fin en soi. Cette capacité à continuer malgré les revers te donne une endurance que peu de gens développent. Avec le temps, un phénomène intéressant apparaît.
Les résultats commencent à s'accumuler. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour créer un écart. Un écart entre toi et ton ancienne version. Un écart entre toi et ceux qui n'ont rien changé. Et cet écart te confirme que tu es sur une trajectoire différente. La transformation réelle n'est pas toujours visible pour les autres. Parfois, elle est même mal comprise. Certains ne reconnaissent plus la version de toi qui acceptait tout, qui se contentait de peu, qui était toujours disponible. Et cette incompréhension est souvent le prix à payer pour une évolution authentique. À ce stade, tu ne cherches plus à convaincre, tu laisses les résultats parler. Tu comprends que chaque trajectoire est personnelle et que tout le monde n'est pas prêt à faire ce que tu fais. Cette acceptation te libère d'un poids inutile. Tu avances sans chercher l'approbation. La transformation réelle modifie aussi ta relation au temps. Tu penses moins en termes de semaines et plus en termes d'années. Tu acceptes que certaines choses prennent du temps à se construire. Tu n'abandonnes plus parce que les résultats ne sont pas immédiats. Tu comprends que la constance bat l'intensité ponctuelle. Et cette patience active devient un avantage compétitif énorme. Petit à petit, ton identité change. Tu ne dis plus que tu essaies. Tu agis comme quelqu'un qui est déjà engagé. Cette cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais renforce ta confiance. Pas une confiance bruyante, mais une certitude calme. Tu sais que tu avances, même quand personne ne le voit. La transformation réelle n'élimine pas les difficultés. Elle change ta manière d'y répondre. Tu ne paniques plus face à l'incertitude. Tu l'acceptes comme une composante normale de toute progression. Tu sais que rester immobile serait bien plus risqué. Et cette compréhension t'évite de revenir en arrière. À mesure que tu progresses, tu réalises quelque chose d'important. Ce qui te semblait impossible auparavant était surtout inconfortable. Ce qui te faisait peur était souvent inconnu, pas insurmontable. Et ce changement de perspective élargit ton champ des possibles. Tu oses envisager des objectifs que tu aurais jugés irréalistes quelques années plus tôt. La transformation réelle crée aussi une forme de détachement. Tu n'es plus obsédé par les résultats immédiats. Tu te concentres sur le processus, sur la qualité de tes décisions, sur la cohérence de tes actions. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les résultats commencent à s'accélérer. Ce détachement ne signifie pas que tu t'en fiches. Il signifie que tu ne laisses plus tes émotions dicter ta trajectoire. Tu avances avec une forme de discipline calme, presque froide. Tu fais ce qui doit être fait parce que tu sais pourquoi tu le fais. La transformation réelle est irréversible, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu vois trop clair. Tu sais ce que coûte l'inaction. Tu connais le prix de la médiocrité. Et cette connaissance t'empêche de retourner à une vie par défaut. Tu comprends alors que la majorité des gens ne travaillent pas toute leur vie pour rien, par manque de capacité, mais par manque de clarté et de courage. Ils n'ont jamais remis en question la trajectoire. Ils ont confondu stabilité et progression. Ils ont accepté des règles qu'ils n'ont jamais choisies. La transformation réelle, c'est refuser cette fatalité. C'est décider consciemment de jouer un autre jeu. Pas forcément plus facile, pas forcément plus rapide, mais aligné avec ce que tu veux vraiment construire. On va révéler la vérité annoncée dès le début. La raison profonde pour laquelle 90% des gens travaillent toute leur vie pour rien. Et surtout, la seule décision qui sépare ceux qui finissent épuisés et frustrés de ceux qui prennent réellement le contrôle de leur trajectoire. La vérité est plus simple et plus brutale que ce que la plupart des gens veulent admettre. Si 90% des gens travaillent toute leur vie pour rien, ce n'est pas parce qu'ils sont incapables, ni parce qu'ils manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils n'ont jamais décidé consciemment de reprendre le contrôle de leur trajectoire. Ils ont laissé le temps décider à leur place. Ils ont laissé la peur choisir pour eux. Ils ont laissé le confort définir leurs limites. Et année après année, sans événements spectaculaires, ils ont glissé dans une vie par défaut. Personne ne leur a volé leur avenir. Ils l'ont échangé progressivement contre de la sécurité, de l'habitude et de l'approbation. Pas par faiblesse, mais par conditionnement. On leur a appris à obéir avant de comprendre, à travailler avant de réfléchir, à attendre avant d'agir. La vérité ultime, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te dire quand c'est le bon moment. Personne ne viendra te donner la permission de vouloir plus. Le système ne s'effondrera pas pour t'offrir une meilleure place. Il continuera, avec ou sans toi. Le temps est ton véritable ennemi. Pas parce qu'il passe vite, mais parce qu'il passe même quand tu ne changes rien. Chaque année passée dans une mauvaise direction renforce cette direction. Chaque compromis non questionné devient une habitude. Et chaque habitude finit par devenir une identité. La majorité des gens attendent un signe clair avant d'agir, mais le signe n'arrive jamais. La clarté vient après la décision, pas avant.
Ceux qui prennent le contrôle ne sont pas plus confiants, ils sont simplement plus lucides. Ils ont compris que rester immobile est souvent le choix le plus risqué. La seule décision qui sépare ceux qui finissent frustrés de ceux qui transforment leur vie n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas visible de l'extérieur. C'est la décision d'arrêter de vivre en réaction et de commencer à vivre en intention. Décider que ton temps a une valeur. Décider que ta trajectoire mérite réflexion. Décider que suivre la majorité mène exactement là où est la majorité. Cette décision ne garantit pas le succès. Elle garantit quelque chose de plus important. Tu ne vivras plus une vie que tu n'as pas choisie. Tu n'avanceras plus les yeux fermés. Tu ne te raconteras plus d'histoires pour te rassurer. À partir de là, chaque action devient un choix. Chaque effort a une direction. Chaque sacrifice a un sens. Et même si le chemin est exigeant, il est conscient. C'est ça, la différence fondamentale. Pas le talent, pas la chance, pas le niveau de départ. La capacité à décider tôt, pendant qu'il est encore temps. La majorité ne le fera pas. Et c'est précisément pour ça que ceux qui le font changent radicalement leur trajectoire. La question n'a jamais été de savoir si le système est juste. La seule question qui compte est celle-ci. Est-ce que tu continues à jouer selon des règles que tu n'as jamais choisies? Ou est-ce que tu décides enfin de reprendre le contrôle?